Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 249e épisode le 2 novembre 2021. On l'avait annoncé dans le dernier épisode, n'appelez plus l'entreprise Facebook. Ils ont changé de nom, appelez-les désormais Meta. Nous allons pouvoir nous intéresser aux propositions faites par Mark Zuckerberg lors de sa conférence Connect dédiée à ce sujet, qui a eu lieu la semaine dernière. On en sait, un peu plus sur leurs intentions, mais tout ça reste encore un peu nébuleux, mais on va tout vous expliquer. Et avant ça, on va vous transmettre aussi des billets d'humeur, heureux ou malheureux, de Microsoft, Alphabet, Intel, Amazon, Facebook. Encore quelques informations mises en lumière avec la fin du 3e trimestre. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve avec délectation celui qui est à l'actu tech, ce que les noisettes sont au castor, auteur du livre Machine de jeu. C'est Guillaume Poggiastala. Salut Guillaume. Oui, voilà, ce que les noisettes sont au Nutella. Aussi. Oh oui, encore mieux, encore mieux. Envoyez-moi encore une fois vos recommandations et vos préconisations d'analogie. Je suis évidemment preneur. Au passage, tiens d'ailleurs, on parle de castor, Guillaume. Ça m'a fait rire parce que j'ai mon fils ce week-end. Il a entendu le mot podcaster et lui, il a compris pot de castor. Et je trouvais ça génial, ça m'a bien fait rire. Mais bon. Bah, les podcastors, ça n'existe pas les podcastors d'ailleurs. Les podcast stores, les magasins de podcasts, peut-être. C'est possible. C'est bien possible. Peut-être concept, effectivement. On a un avis Apple Podcast qui a été déposé par Oscar Io qui dit: au top, meilleur podcast français sur l'actualité tech. Les sujets sont assez variés et bien approfondis avec un présentateur et des intervenants de qualité. Super qualité de son aussi, c'est un plus assez important. Travaillant moi-même dans la tech, ça me permet de me tenir au courant de l'actualité très facilement. Je recommande fortement. Merci beaucoup Oscar, tu as bien décrit je pense notre intention. Déposez vous aussi votre avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Et puis comme vous le savez, Tech Café est largement financé par sa communauté d'auditeurs. Je voudrais d'ailleurs remercier tout spécifiquement Mathieu Perret, qu'on connaît bien et qui nous a largement aidé à mettre en place certaines actions pendant un moment, notamment le serveur Discord de Tech Café. Merci Mathieu, et merci également à Angel. Ils ont tous les deux choisi de soutenir Tech Café grâce à Patreon. Alors ils bénéficient ainsi d'un flux privé qui leur permet de bénéficier du podcast sans la pub, entre autres avantages bien sûr. Merci beaucoup pour votre soutien. Plus d'infos sur Patreon, patreon.com/Tech Café. Guillaume, effectivement, avant de parler de Meta, je sais qu'on nous attend au tournant, on va quand même donner quelques éléments de résultats financiers, parce que par période de 3 mois, on a les entreprises qui donnent leurs résultats financiers. Alors on n'est pas des experts investisseurs, quoique, va savoir, on n'est pas des experts financiers, mais ça permet quand même d'avoir des clés de lecture hyper intéressantes. Et on a notamment un acteur qui est, je pense, au top de sa forme. J'allais dire même qui est plutôt protégé des critiques qui ont pu cibler les GAFAM, comme on peut encore les appeler, pendant ces dernières années. C'est Microsoft qui a dépassé depuis peu de temps Apple en valorisation boursière. Et forcément, c'est toujours un petit indice intéressant à suivre, Guillaume. Bah écoute, ouais, c'est l'automne, les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Le fric et les résultats financiers aussi. C'est la saison d'Halloween et des potages au potimarron, et puis c'est toujours porteur de bonnes nouvelles pour certains, de moins bonnes pour d'autres, cela dit, ne vous inquiétez pas. Globalement, comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Parfois, c'est juste un petit peu moins qu'espéré, parfois la croissance est moins forte que prévu, mais bon, aucune des marques dont on va parler n'est en danger, je vous rassure. Alors, certainement pas Microsoft, qui reprend, momentanément sans doute, le trophée de celui qui a la plus grosse capitalisation boursière à Apple, puisque Microsoft est autour de 2480 milliards, alors qu'Apple se traîne lamentablement vers les 2460 milliards. Bon, ces deux-là se tirent la bourre depuis toujours, enfin presque, parce que Microsoft a eu donc ses heures de gloire avec Windows tout puissant, jusqu'en 2010, où il a raté le virage mobile, il s'est retrouvé dans le décor, donc Apple le devance, Google aussi était en tête du tiercé gagnant à un moment. Ce qui est surtout frappant, c'est que finalement sur ces 10 ans de compétition entre ces deux monstres, c'est qu'en 2010, alors qu'il battait Microsoft, Apple pesait 226 milliards de dollars. Exxon était la boîte la plus chère du monde. Aujourd'hui, Microsoft et Apple pèsent 10 fois plus. Et Apple a grillé Aramco. C'est la boîte qui gère le pétrole saoudien l'an dernier, donc c'est en 2020. Apple a grillé Aramco alors qu'elle ne pesait que 1800 milliards de dollars.
Donc ça donne une petite idée de la puissance qu'ont acquise les boîtes tech et de la vitesse avec laquelle elles se renforcent, elles s'étendent, c'est absolument incroyable. Alors dans le détail, Microsoft annonce donc un chiffre d'affaires de 45 milliards au troisième trimestre en hausse de 22%, grâce à Azure, largement. Et puis quant à Google, le petit troisième, qui est seulement à 1960 milliards de capitalisation, il enregistre un trimestre record lui aussi, à plus de 65 milliards de chiffre d'affaires, soit 41% de croissance, c'est n'importe quoi, c'est bénéfices, c'est encore mieux. Presque 19 milliards, soit 69% de mieux. On nage dans les bifetons. Alors, le chiffre d'affaires de Google était multiplié par 7 en 10 ans. Bon, à peu près tous ces business se portent à merveille à Google. YouTube, Search en tête. Google Cloud, par contre, reste déficitaire. Google n'arrive pas encore à s'imposer sur ce secteur. Bon. Curieusement, ce qui a fait mal à certains ne semble pas l'affecter lui. YouTube n'a pas vu de perte massive dues aux nouvelles options d'iOS sur le traçage. Il y a un peu moins bien qu'espéré, peut-être ? Même sur YouTube, oui. Même pas, léger, il doit y avoir un léger impact, mais en fait, il est relativement léger. Google Search, lui, reste largement pertinent. Confinement ou pas, en fait, puisqu'il y a de la recherche locale, donc les gens ressortent, et ils cherchent les magasins sur Search, et en fait, ça marche très bien. Donc Google ne semble pas souffrir de la pénurie de composants non plus, qui touche pourtant un petit peu tout le monde. Il donne pas de détails non plus sur les ventes de pixels, tout ça, mais c'est pas un acteur de toute façon si majeur que ça du hardware, de toute façon. Et puis cette pénurie, elle profite aussi à certains, évidemment. Donc pénurie de composants, pénurie un petit peu de tout, de toute façon. Puisque là, on entre dans une ère de perturbation, quand même, de pénurie. Entre les perturbations des chaînes logistiques, les nouvelles orientations technologiques, on est où on va passer en mode pénurie pendant des années. Donc le prix de l'énergie s'envole, le passé, le pétrole, le gaz, le prix du transport aussi. C'est que c'est jusqu'à 5 fois plus cher de balader un conteneur de la Chine à chez toi. Les prix du cuivre et du nickel montent, c'est qu'un début en fait. Tu sais que les gisements de cuivre s'appauvrissent. C'est quand même fou. Ouais. Les besoins en nickel et en lithium explosent littéralement avec les voitures électriques et les turbines. Le cobalt, puis les terres rares, globalement, ça devient des enjeux géostratégiques. La décennie s'annonce intéressante. Mais bon, quand il y a pénurie, que justement tu produis ce qu'il y a à chercher, ça roule bien pour toi. Et Samsung, qui produit plein de composants dont les prix ne cessent de monter, poste lui aussi un trimestre record, 26% de hausse de chiffre d'affaires, 63 milliards ce trimestre. Ils sont sur des choses de fiabilité, de toute façon, ils sont sur l'affichage, sur les écrans, et on sait que là, ils font... tout le monde fait appel à Samsung pour avoir des bons écrans maintenant. L'iPhone 13, c'est de l'OLED Samsung. La Switch, la nouvelle Switch OLED, c'est de l'OLED Samsung aussi. Il produit des télés. Il produit des mémoires aussi, des mémoires que tout le monde s'arrache, des PC aux consoles, en passant par les serveurs ou les téléphones. Bon, Samsung, de toute façon, c'est 17% du marché de production de semi-conducteurs. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable. C'est quand même loin derrière TSMC qui est quand même à 53%. Mais Samsung veut tripler sa capacité d'ici 2026. C'est peut-être trop ambitieux. Il a prévu 130 milliards pour le faire il y a 2 ans, on en avait parlé. Il y a une usine à 17 milliards aux États-Unis qui est presque finie. Donc voilà, évidemment, Alors dans le même ordre d'idée d'ailleurs, AMD aussi bénéficie de la demande énorme en composants. Lui qui équipe les consoles de jeu, il équipe les serveurs aussi, en passant par les ultrabooks, un petit peu tout. 54% de hausse du chiffre d'affaires et une action en très bonne santé. Puisque lui, en fait, comme il fabrique pas directement les composants, il souffre un peu moins de la pénurie directement qu'Intel, par exemple, qui doit compter en plus avec le divorce consommé d'Apple, le pauvre. Donc c'est plus compliqué. Ouais, sur les éléments de résultats, et quand on rappelle à quel point effectivement il y avait Exxon qui était plutôt bien positionné évidemment et qui était dans le top, moi ça me fait quand même réfléchir à long terme. Je me dis, on est dans une époque où les acteurs de la tech, les big tech comme on peut dire maintenant en référence peut-être à Big Pharma, ça montre à quel point ils sont tout puissants. Alors ça justifie quelque part l'importance de suivre un podcast d'ActuTech comme Tech Café, parce que la tech s'insuffle dans tellement d'éléments de la société que c'en est parfaitement perceptible sur les valorisations de ces entreprises, et j'arrive presque à les voir comme étant indétrônables. C'est-à-dire qu'on a pu avoir le monde de l'énergie, et puis on n'a pas de boule de cristal suffisamment efficace pour venir compléter cette réflexion, mais derrière le monde de l'énergie, il y a le monde de la tech, qui du coup embarque avec lui plein d'autres domaines, et j'ai du mal à me dire, tu vois, si j'étais un espèce de grand futuriste, si j'avais une boule de cristal qui pouvait aller très 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 loin, entre le fait que la tech soit un milieu qui me semble très difficile à détrôner par un autre secteur, et le fait que on va sans doute devoir fortement rebattre les cartes par rapport à des priorités sur les enjeux climatiques dans un avenir très lointain, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui pourrait succéder à la tech. Et est-ce que la tech devrait succéder, laisser sa place à quelque chose d'autre comme secteur? Je sais pas.
Si la science-fiction a déjà répondu, hein, je pense que le seul truc qui pourrait donner des entreprises encore beaucoup plus massives que ça, si c'est possible techniquement et écologiquement et tout ce que tu veux, c'est les grandes exploitations interplanétaires. S'il y a une boîte qui commence l'énergie, mais interplanétaire en fait. Et oui. Voilà, c'est-à-dire s'il y a une boîte qui commence à exploiter les réserves de minerais, de la Lune, des astéroïdes, on est en pleine science-fiction. Hein. Ouais. Et bon, voilà, si on commence à penser à des trucs effectivement où on exploite les astéroïdes, la Lune, si on commence à faire des centrales d'énergie dans l'espace, ou voilà, le spatial. C'est-à-dire si le spatial devient une industrie de production, là, je pense que oui, on peut atteindre des sommets comme on voit dans les films de science-fiction, mais c'est pas complètement clair que ce soit le futur qui nous attend, ça c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour lesquelles les grands acteurs il y a Jeff Bezos forcément, Elon Musk qui parle de l'espace, c'est que tu penses que c'est probablement un relais de croissance très lointain peut-être? Oui, Bezos le dit sans se cacher, hein, c'est exactement ce qu'il dit. Il l'a formulé comme ça. Okay. Il l'a formulé comme ça. Il veut faire de la Terre il veut faire des humains, donc de l'humanité, une civilisation interplanétaire. Il veut coloniser à long terme, hein, bien entendu, mais bon, voilà, son but c'est d'ouvrir la voie de la colonisation du système solaire. Et donc en creux, on se dit, si c'est lui qui ouvre la voie, il sera le premier sur ce marché, ou un des premiers sur ce marché, donc c'est-à-dire qu'il compte devenir une entreprise qui pèse dans ce marché hypothétique, et c'est un marché qui pèse des milliers de milliards de dollars, c'est inimaginable. Ça paraît fou de réfléchir à ça à long terme. Effectivement, tu as raison de remettre beaucoup de notions de science-fiction derrière tout ça parce que les choses sont pas encore abouties, loin de là. Ah oui, non, loin de là. Mais c'est intéressant d'avoir cette observation. Bon, on va regarder parce que là pour l'instant, il y a beaucoup de gens contents, mais il y en a aussi qui sont un petit peu plus en peine et on pouvait peut-être les lister, ces quelques acteurs qui sont un peu plus en train de pleurer, Guillaume. Bah oui, si vous voulez une autre raison de déprimer, Brandon Kulick, qui est un mec de chez Deloitte, et pas optimiste. Alors Deloitte ou Deloitte, je sais pas trop. Deloitte, hein, parce que le nom l'indique absolument pas, mais c'est un cabinet d'audit anglais, en fait. Bon, ils ont une branche semi-conducteur. On va pas s'embêter, on va le dire à la française. Oui, voilà, donc Deloitte, donc ils ont une branche semi-conducteur, donc Deloitte, je sais pas quoi. Et donc Brandon dit qu'on en a pour des années de pénurie, en fait. Et les nouvelles sont pas géniales. Récemment, on a eu une pénurie de substrats pour faire les circuits imprimés. Donc c'est quand même un autre maillon essentiel de la chaîne ultra long et complexe pour créer un produit tech fini. Donc en gros, son argument est simple. Avant la crise, les usines tournaient déjà à plus de 70% de leur capacité. Tout simplement parce que sinon, elles sont pas rentables. Parce que faire une usine de processeurs, c'est ultra cher, c'est une dizaine de milliards, typiquement, ou voire plus. C'est tellement cher que si elles tournent pas à fond, c'est pas la peine. Donc quand les perturbations diverses viennent et chahutent la chaîne, c'est fini. Entre Covid, accidents, clients qui passent du flux tendu à la thésaurisation du jour au lendemain, par peur du manque, et tout ça sur des usines qui sont déjà presque au taquet, c'est mort, quoi. Donc pour lui, ça va recuter pendant des années, jusqu'à ce que de nouvelles capacités de production arrivent effectivement, mais ça c'est long, parce que étendre une usine, c'est 18 mois, en faire une nouvelle, c'est 3 ans, et vu la demande, il en faudra des nouvelles usines, c'est certain. Donc voilà, Intel, de son côté, dit qu'il la sent passer la pénurie parce que lui, il met ses processeurs dans un max de serveurs, de clients aussi. Les clients, c'est-à-dire les PC normaux, tout simplement, comme celui qu'on a, vous et moi. Justement, les fabricants de PC ne trouvent pas toujours les pièces pour finir les machines, ce qui ampute les chiffres d'Intel de 2% sur le secteur. Cela dit, Apple semble encore plus responsable parce que d'après le CFO d'Intel, en faisant abstraction de la défection d'Apple, le segment sera en croissance en fait, et de 10%. En plus, Intel râle sur la politique de Pékin parce que Pékin limite les jeux vidéo en ligne. Donc il veut que les jeunes jouent moins aux jeux vidéo en ligne et du coup, ça freine aussi la demande sur les data centers là-bas. Bon, alors, ok, mais son segment data center à Intel quand même est en hausse de 10%. On va pas verser trop de larmes. Donc Intel est pas content parce que en fait ses résultats sont moins super que prévu. Mais ils sont super quand même. J'ai plutôt 77,7 milliards sur l'année contre 77,9 prévu. Bon allez, une petite suze et ça va aller mieux. C'est pas non plus si terrible. Ceci dit, son action a quand même perdu 8% après l'annonce des résultats. C'est qu'Intel est quand même dans une position délicate et on attend énormément de lui. La bourse sanctionne souvent le fait de pas surprendre les prévisions. Complètement. Si t'es en dessous des prévisions, il y a de fortes chances que ton action baisse, même si c'est des bons résultats, quoi. Mais bon, il y a aussi plus que ça. C'est quand même beaucoup plus large parce que tu sais qu'après une très longue période d'errance sur le 14 nanomètres, Intel vient de sortir enfin un nouveau processeur digne d'intérêt. Bon, je suis un peu méchant, mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que les générations 11 et 10 même faisaient grimper au rideau.
Bon, la Gen 12, donc Alder Lake, qui sont Intel 7, ont une architecture hybride. Ils sont compétitifs avec AMD. Bon, avec Apple, c'est une autre histoire, on reviendra dessus plus tard. Mais bon, ils sont quand même contents d'avoir donc ce nouveau processeur un peu compétitif. Et puis aussi, il y a Aurora, le super ordinateur à 500 millions d'Argonne, qui est en cours d'assemblage, enfin. Et il est même plus puissant que prévu, puisque les cartes accélératrices XE fonctionnent bien. Aurora dépasserait les 2 exaflops. 2 fois le projet initial. Alors, un exaflop, c'est 1000 pétaflops, soit 1 million de teraflops. Bon, une PlayStation 5, par exemple, ça développe une dizaine de teraflops, pour donner une idée, et encore en simple précision. Alors je suppose que Aurora offre des exaflops en double précision, puisque c'est pour du calcul scientifique, mais enfin bon, faudra vérifier tout ça en détail. Alors tout ça, justement, ça peut sembler un petit peu obscur, ça passe du charabia pour geek, ça y est, Guillaume se laisse aller, il se laisse aller à ces trucs. Et en fait... Arrêtez-le! Oui et non. Oui et non, parce que finalement, ce sont des enjeux politiques extrêmement importants. C'est fabriquer des super ordinateurs de plus en plus puissants, c'est pas juste en fait une guerre de chiffres. Les grandes puissances s'achètent pour des milliards de dollars, des millions de processeurs, parce que ce sont des atouts stratégiques, comme d'autres, comme des infrastructures, comme des routes, comme des armes, etc. Parce que ces grosses machines, elles servent à tout. Elles vont accélérer les simulations scientifiques, comme pour, par exemple, le développement de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, qui vont en découler, de nouvelles armes, pourquoi pas, de nouveaux algos, de nouvelles usines, de nouveaux modes de production d'énergie, ou des algos, effectivement, qui pourront être utilisés par tous quelques années plus tard. Et bien ou des nouvelles capacités d'analyser de la donnée aussi. Oui, bien sûr. Et c'est très important aussi d'analyser de la donnée pour... de toute façon, c'est toujours de l'analyse de données, quoi que tu fasses. Mais voilà, tu peux vraiment utiliser ces super machines pour énormément de choses qui vont ruisseler jusqu'à l'utilisateur final ou qui vont rester des atouts stratégiques. Mais c'est quand même super important. Et puis bon, évidemment, c'est aussi une question d'image. Puisque comme c'est un atout stratégique, c'est aussi une question d'image d'avoir des choses puissantes, d'avoir des ordinateurs puissants. Or, la Chine, elle a déjà 2 fois passé la barrière de l'hexaflop. Ce fameux hexaflop. Il y a 2 ordinateurs qui s'appellent le Sunway Ocean Light et le Tianhe 3 qui ont passé la barrière de l'hexaflop un petit peu en scred, comme ça. Tu vois. C'est des records, en fait. Ce sont complètement des records. Ce sont les premiers ordinateurs hexaflopiques seraient chinois, en vrai. Et ça, c'est pas très bon pour les Américains, parce que les Américains, ils en ont pas encore. Alors, ils en construisent 3, de gros ordinateurs. Il y a Aurora, Frontier et El Capitan. Et ces 3 concurrents, ils amènent d'ailleurs leurs propres enjeux politiques plus internes, puisque Frontier, c'est construit par AMD et Cray, et ce seront donc basés sur des GPU, CPU AMD, qui sont concurrents directs d'Intel. Donc c'est des trucs à gros enjeux, mais c'est plus américano-américain, quoi. En tout cas, si Aurora fonctionne bien comme il faut, et vraiment offre 2 exaflops, c'est coup double. Donc à la fois pour Intel, évidemment, et pour les États-Unis. Alors pour Intel, évidemment, c'est sa crédibilité sur le secteur qui est en jeu, et plus largement son futur même, puisque Intel est quand même à la bourse sur TSMC, il doit combler son retard, il doit aussi convaincre des clients d'utiliser ses chaînes de production, puisqu'il ouvre ses usines aux constructeurs tiers, comme TSMC. Tu vois, Intel ambitionne de devenir le TSMC occidental. Oui. Et pour ça, livrer le super ordinateur le plus puissant du monde, c'est plutôt une bonne pub, quand même, tu vois. Donc pour c'est un peu ta tête de gondole, quoi, quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Et pour les États-Unis, c'est super important, parce qu'avoir une machine à 2 exaflops, c'est rattraper la Chine, qui n'a que des machines à autour de 1 exaflop. Et du coup, non seulement tu rattrapes la Chine, tu la bats, et tu t'octroies une petite avance confortable. Parce que bon, c'est quand même cher. Même 1 exaflop, c'est très très cher. Donc quand tu viens de pondre un truc à 1 exaflop, pondre un truc à 2 exaflops, ça prend un petit moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc 2 exaflops, c'est quand même une petite avance confortable. C'est pas juste 2 fois plus d'efforts, c'est bien plus en fait. Ouais, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est des gros trucs. Mais bon, voilà. Du coup, Intel est tout feu, tout flamme. Ils sont quand même assez contents. Bon, la loi de Moore serait morte. Ce serait une nouvelle très exagérée, selon Pat Gelsinger. En fait, ils vont essayer de la maintenir, cette fameuse loi de Moore, par tous les moyens, en retournant le tableau périodique des éléments s'il le faut. C'est même lui qui le dit. Ouais, donc, ce que j'avais quand même suivi ces dernières années, c'est que clairement, elle était plus vraiment à l'ordre du jour, cette loi de Moore, finalement. Oui, si on prend comme loi de Moore cette histoire que ça double tous les 18 mois, enfin, tous les 18 mois ou tous les 2 ans, encore une fois, c'est selon... et en plus, ça dépend de ce dont on parle. Au début, c'était la miniaturisation qui doublait, on pouvait mettre 2 fois plus de transistors tous les 2 ans.
Au début, nécessairement, au bout d'un moment, tu te doutes ans. que si tu divises par 2 tous les ans, au bout d'un moment, tu as atteint une certaine limite, de toute façon. Ouais, là, ça devient de plus en plus compliqué. C'est vrai que maintenant, on est plus, une génération, c'est pas divisé par 2, c'est plus 30% de mieux, ou ce genre de truc, quoi, tu vois. Mais bon, eux, ils veulent effectivement renouer avec un rythme de 2 ans qui était, tu sais, qu'Intel, ils étaient pendulaires, hein, ils avaient des nouveaux processeurs tous les ans, mais c'est vrai que l'avance technologique, la miniaturisation, c'était tous les 2 ans. Jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes de production qui ont duré quand même quelques années. Et donc là, ils veulent renouer avec ça, et ils dégagent une grande confiance, en fait, dans leur capacité d'innovation technologique, jusqu'à l'excès de confiance, peut-être, parce que Pat a quand même glissé un projet de Zetaflop. Zetaflop, c'est 1000 exaflops. Voilà. D'accord, oui, c'est quand même... Bon, on vient de dire de 1 à 2 exaflops, déjà, il y avait beaucoup d'efforts et que c'était déjà extraordinaire. Alors là, on est sur de la science-fiction, comme on le disait tout à l'heure. C'est de la science-fiction parce que Pat, il en parle pour 2027. Et là, on se demande un peu, parce que 2027, c'est dans 6 ans. Soit, si on s'en tient à la loi de Moore, qu'ils aiment tant, c'est 3 doublements. Soit un gain de 8 fois. Et je suis gentil, parce que 2021, c'est presque fini déjà, tu vois. Un ordinateur zetaflopique en 2027, ça consommerait donc 125 fois plus d'énergie qu'Aurora ne le consomme aujourd'hui. Donc c'est un truc qui dépasse allègrement les 10 gigawatts. Enfin, c'est pas sérieux. Bon, donc je sais pas. Soit pas très bon couleur, soit Intel a vraiment des atouts dans sa manche, ils ont une marge de progression sur plein d'autres trucs, je sais pas. En tout cas, c'est une décennie excitante en perspective, quoi qu'il en soit. Oui, qui l'eût cru, on aurait pu penser l'inverse, mais effectivement. Bon, c'est plus qu'ambitieux, mais tant mieux, j'imagine qu'il y a besoin aussi de voix très ambitieuses pour remettre aussi Intel, alors non pas à flot, parce que comme tu le dis, ils sont pas si catastrophiques, ils sont pas dans une situation si catastrophique que ça, mais d'un point de vue innovation, leadership dans leur domaine, je pense qu'ils ont besoin de reprendre un petit peu les rênes, quoi. On va parler un petit peu d'Amazon. Je m'inquiète un peu pour Amazon, Guillaume. J'ai vraiment peur qu'ils aillent pas très très bien. Est-ce que tu peux me dire quels sont leurs résultats et quelle est leur santé financière notamment? Oui, rassure-toi. Alors c'est vrai que quand même, dans la famille moins bien que prévu, je voudrais le parrain, je veux dire Amazon, qui n'atteint pas ses objectifs indécents de 116 milliards, mais seulement le chiffre obscène de 110 milliards. Bon. La bourse doit être encore une fois catastrophée. Et oui, c'est terrible. Seulement 15 croissance contre 37% l'année précédente, mais que voulez-vous, un grand malheur est arrivé. Les gens sortent de nouveau de chez eux et retournent dans des vrais magasins. Bon, compatissons aussi avec Apple, qui n'atteint que 83,4 milliards, quand Wall Street en attendait 84,85. C'est pas de chance, parce que pour le coup, Apple n'est pas à son plein potentiel. En fait, la pénurie lui a coûté 6 milliards ce trimestre. Donc tous ces appareils se vendent toujours plus, mais il a pas réussi à produire autant d'iPhone 13 et de MacBook Pro qu'il aurait aimé. Et en fait, pourtant, il fait tout ce qu'il peut, parce que iFixit a désossé un iPhone 13, et il a remarqué, en tout cas que dans certains iPhone 13 au moins, il y avait de la LPDDR4X, au lieu de la LPDDR5. Ce n'est peut-être rien pour vous, mais pour Apple, ça veut dire qu'il est forcé d'utiliser des composants plus anciens et moins efficaces que prévu. En fait, c'est des composants d'iPad, et ça, c'est tout simplement pour pouvoir finir ces appareils et les sortir en rayon, sinon il manque la RAM, ils peuvent rien faire, quoi. Donc ils ressortent un petit peu ce qu'il y a dans le frigo, quoi. C'est ça, ils ressortent les trucs. T'as pas des surplus? Ouais, bah vas-y. On congèle. Donc c'est exactement ça, quoi. Bon, enfin, Facebook, et oui, Facebook, c'était Facebook, ce trimestre toujours, présente des revenus un petit peu moins bons que prévu, 29 milliards contre 29,57 prévus par Wall Street. Donc en fait, Facebook blâme Apple pour une baisse significative de son chiffre, puisque sans les changements d'iOS 14, il estime qu'il aurait été entre 31 et 34 milliards. Ça pourrait être pire, son action gagne 2% quand même, bon, c'est grâce à une politique de rachat, mais bon, quand tu vois que celle de Snap baisse de 27%, toujours à cause d'Apple, selon eux, parce que bon, il faut voir que d'après une enquête du Financial Times, collectivement, YouTube, Facebook, Snapchat et Twitter auraient perdu autour de 10 milliards de dollars à cause de la nouvelle politique Apple. Donc Snap a pris très cher parce que c'est uniquement smartphone, donc ils n'ont pas de solution de repli. Facebook, oui, donc du coup, il a pris un peu cher, mais pas autant. Non. T'as remarqué que ça met pas l'entreprise en danger immédiat non plus. Non, effectivement. Et puis bon, dans tout ça, le méga scandale qui est prénommé Frances, OSEF, pour les investisseurs, pas vraiment de... Voilà. Donc Facebook, on verra pour Meta.
Mais tu vois justement sur le OSEF de notre lanceuse d'alerte, ça tend à rejoindre quelque part, j'ai l'impression une crainte que je pouvais formuler, c'est que bon, peut-être que d'un point de vue politique, ça donne des armes très concrètes et du matériel pour aller attaquer quelque part Facebook et ses pratiques plutôt répréhensibles, mais derrière l'opinion publique, les investisseurs finalement, ça, j'ai l'impression que ça leur passe quand même un peu sous le nez. Alors oui, on est bien conscient de ce qui s'est passé, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait un avant-après dans l'opinion publique autour de Facebook. Tu te rappelles l'épisode qu'on avait avec Jérôme Colombin, on parlait déjà de ce sentiment et on avait identifié que ce serait potentiellement quelque chose d'assez marquant dans l'histoire de Facebook. Moi, j'ai l'impression que ça peut servir de matériel pour des décisions politiques, mais que dans l'opinion publique, on n'est pas non plus complètement abasourdi par ces révélations, non ? Abasourdi, je sais pas, mais je pense que ça a quand même un impact public important. Quoi qu'il arrive, là on parle de résultats financiers, puis bon, en gros les mecs ils regardent les chiffres, tout ça. Il faut voir aussi que l'action a quand même été chahutée après toutes ces révélations. Il faut pas non plus, ça a pas zéro impact financièrement. Ça change pas la vie pour l'instant en tout cas, tu vois. Ça changera peut-être s'il y a des grosses décisions de régulation qui changent, qu'ils sont obligés de changer leur modèle économique. Donc là forcément il va y avoir des corrections, tu vois. Mais pour l'instant, il y a rien de nouveau. Tu vois, donc c'est business as usual et donc ils font comme d'habitude quoi aussi. Voilà. Apple au passage qui est obligé à cause des pénuries de différents composants, est obligé d'arbitrer un petit peu entre livrer des iPads et livrer des iPhones. A priori ils ont préféré livrer des iPhones pour cette fin d'année. Bon, on parlait de Facebook, il faut nécessairement qu'on parle encore de Facebook parce qu'on avait parlé de probable changement de nom dans l'épisode 248, l'épisode de la semaine dernière, mais ça y est, les choses sont concrètes puisque Facebook et Mark Zuckerberg en particulier a animé la conférence annuelle Connect, où en gros c'est un petit peu leurs orientations d'une année sur l'autre et notamment à grandes échéances. Et en l'occurrence, l'élément que vous avez pas pu ne pas apercevoir dans la presse, c'est le changement de logo. Alors si vous l'avez pas suivi, il s'agit donc d'un nouveau logo et d'un nouveau nom. Donc imaginez une espèce de logo infini, mais un peu stylisé, qui rappelle vaguement des lunettes de réalité virtuelle un peu stylisées, adossé donc au nom Meta, qui remplace le nom de l'entreprise mère Facebook, un petit peu comme on avait connu l'arrivée du nom Alphabet pour remplacer Google en tant que entité globale. Bon, Guillaume, nouveau logo pour une nouvelle vie. Ouais, exactement. C'est un logo en forme de bretzel un petit peu, mais c'est vrai que sur Internet, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes de la forme de ce logo. Beaucoup de mèmes aussi. En particulier une paire de... Enfin bon. Donc oui, il y a plein de trucs, plein de choses. C'est vrai. Bon, en fait, c'est un logo en 3D, finalement, puisque c'est quand il tourne comme ça, il a pas la même forme si quand il tourne. C'est un logo en 3D. 3D parce que Meta pour Metaverse, l'univers immersif en 3D du futur, voilà, un monde persistant peuplé de mis sans jambes qui pourront te vendre directement en crypto des remèdes contre le coronavirus à base de citron ou des t-shirts immersifs en NFT. Bon, non, je sais pas. Blague à part, Meta, ce nom et le nom, ça a été diversement apprécié sur Internet aussi, le nom. Twitter en entier semble s'en moquer, globalement. Bon, c'est pas très dur étant donné qu'il est assez simple finalement, et que selon la langue, il se prête à pas mal de blagues, tu vois. C'est en français, bien sûr, Meta gueule. Bon, et même en hébreu, parce que Meta se prononce presque comme Met, qui veut dire non pas drogue de synthèse comme aux États-Unis, mais mort en hébreu. Bon. Du coup, c'est un peu compliqué. Bon, franchement, moi je le trouve ni bon ni mauvais, on dirait un peu le logo de compagnie fictive dans un film, tu sais, je sais pas pourquoi, c'est un peu le choix le plus simple, considérant le focus, l'obsession même de Mark Zuckerberg pour le Metaverse. Bon, les politiques oublient pas les controverses si facilement. Alexandra Ocasio-Cortez se rapproche Meta de métastase, un cancer qui rongerait notre société. Richard Blumenthal fustige la diversion que constitue ce changement de nom. Mais est-ce que ça en est une ? Le timing est-il si opportun que ça, ou bien est-ce qu'il est juste désastreux ? Finalement, tu lances une nouvelle marque, tu vois. Est-ce que c'est le meilleur moment quand ton CEO et ton business est empêtré dans la pire suite de scandales depuis 3 ans, en fait, seulement, puisque si on prend Cambridge Analytica, ça fait que 3 ans. Mais bon, c'est quand même pas idéal, quoi, tu vois. C'est un peu l'argument de Mark, qui, dans une interview, réfute l'argument de la diversion. Bon, en fait, il aurait commencé à envisager de changer de nom dès 2014, avec l'acquisition de WhatsApp, Insta et Oculus, quoi. Dans ces eaux-là. Bon, la machine aurait été lancée il y a 6 mois, donc avant les scandales. C'est
c'est vrai qu'un rebranding, ça se prépare. Après, Meta, c'est vrai que ça démontre pas clairement des mois et des mois de brainstorming. Hein. Enfin bon, passons. Oh, on sait pas ça. On sait pas, c'est vrai. Mais bon. Globalement, Mark explique qu'il trouvait gênant que la boîte soit nommée après un de ses produits, alors qu'elle fait plein d'autres choses. Bon, c'est incontestable que Facebook s'intéresse à la réalité mixte depuis un moment, hein, puisque Oculus c'était quand même un rachat à 2 milliards, il y a 7 ans déjà, et Facebook Reality Labs depuis n'a cessé de croître. Hein. Donc que les scandales aient ou non précipité, disons, le changement, le métaverse n'est pas une lubie de Mark, enfin si c'est pas une lubie récente en tout cas, c'est un changement de cap qui s'est fait finalement de manière assez progressive pour trouver des relais de croissance, hein, puisque globalement la base d'utilisateurs de Facebook plafonne, il a du mal à attirer les jeunes, hein, le ciblage publicitaire est chahuté par Apple, et plus largement peut-être aussi par une prise de conscience du grand public, qui voit quand même passer scandale sur scandale, hein, pour couronner le tout. Donc le metaverse, avant tout, c'est un nouveau marché. Donc potentiellement, c'est de nouveaux utilisateurs, surtout c'est une nouvelle source de données. Imaginez tout ce que les lunettes de réalité augmentée peuvent ramener comme info sur vous, hein. C'est même pas une fontaine, c'est un puits de pétrole qui te saute à la gueule. Évidemment, Mark le présente pas tout à fait comme ça. Voilà, pour eux, ils suivent une nouvelle étoile, voilà, comme les rois mages en Galilée, pour connecter les gens toujours plus, toujours mieux dans un nouvel écosystème. Ça sera aussi sans doute le cas à la marge d'ailleurs. Mais moi je trouve ça intéressant en tout cas les prises de parole qu'il y a eu, et on va redétailler quelques propositions qui d'ailleurs techniquement sont plutôt intéressantes, je trouve, sur leur fonctionnement, qui sont même parfois assez bluffantes de ce que j'ai pu en voir. Mais c'est intéressant de commencer à toucher du doigt de manière un petit peu plus concrète ce que Mark Zuckerberg et quelque part l'équipe de Facebook, comprenez Meta maintenant, voit derrière ces intentions-là, parce que jusque-là on avait des propositions un peu fictives, quoi. C'est un petit peu ce qu'on relayait dans l'épisode 248. Alors non pas dans l'épisode de la semaine dernière, non pas qu'on ait depuis eu un effet waouh en découvrant des choses, parce que je pense que tout ce que tu décrivais reste finalement assez vrai, c'est-à-dire que quand on fait des comparaisons avec Second Life, avec des propositions de ce type-là, on n'est pas sur quelque chose de radicalement différent, on est sur quelque chose d'incontestablement plus moderne, pensé avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc peut-être avec une immersion plus grande, mais l'idée même d'un monde persistant, elle n'est pas fondamentalement très différente. Moi, la question que je me posais, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut vraiment supplanter Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je comprends Internet comme étant un ensemble d'échanges, de communication qui se manifeste beaucoup au travers de pages web, mais pas que. Est-ce que ça peut vraiment le supplanter? Est-ce que l'être humain est prêt à ça, et est-ce qu'il sera prêt à ça demain? Honnêtement, j'en ai beaucoup de doutes, mais évidemment, il nous manque encore une fois la boule de cristal. Et je me faisais un exercice de réflexion où demain, admettons, la version actuelle d'Internet telle qu'on le connaît était totalement utilisée à travers des expériences décrites par Meta. Je me demandais si c'était pas le plus grand signal d'alarme qu'on pouvait avoir sur un sujet qui t'est cher, Guillaume, qui est celui de l'archivage des données. On sait qu'il y a un gros sujet autour de la conservation des données telles qu'elles sont diffusées sur Internet, aussi pour les jeux vidéo. Est-ce que finalement, si toutes les interactions se passaient dans un monde de réalité virtuelle et augmentée, ça donnerait pas un coup de poignard terrible sur le suivi historique des échanges de l'humanité comme on l'a aujourd'hui sur Internet? C'est un peu philosophique comme question. Mais... Ouais, pour ce dernier point, très honnêtement, je pense que ce sera pas beaucoup plus compliqué que de sauvegarder les diverses versions de Minecraft. J'ai l'impression que ça me paraît beaucoup plus massif en fait comme information. Ça représentera beaucoup plus de données, malheureusement. Mais de toute façon, c'est ça un peu le souci. Mais on va y revenir parce que il y a énormément de choses effectivement dans cette vision de Meta, on va dire. Alors, cette vision de méta, si tu veux, il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont quand même intéressants. Comme tu l'as dit, il y a eu des démos intéressantes, et puis il y a eu des trucs où vraiment c'est de la hype pure. Je savais que ça piquerait ta curiosité, les petites propositions. Forcément, si on fait abstraction du fait que c'est les mecs de Facebook qui parlent, si on fait abstraction de Facebook en entier, voilà, tout simplement, on pouvait quand même trouver des choses intéressantes dans ce Meta Connect. Donc pas le speech de Mark Zuckerberg ou ses vidéos pas ultra convaincantes sur sa vision du métaverse. J'ai même envie d'oublier un peu le terme métaverse en fait, et me concentrer sur la recherche, tu vois, sur le matos et les perspectives qui sont plus crédibles déjà dans les années qui viennent. On pourra y revenir sur la vidéo démo, voilà, on pourra dire, tu me revenir ce que t'en penses. Excuse-moi, petite parenthèse, mais il est vraiment imbitable ce mec-là en vidéo. Enfin, je sais pas qui supporte. Non, mais on l'aime. Enfin, c'est même pas une question d'on aime, on n'aime pas. C'est quelles que soient nos convictions vis-à-vis des actions de cette entreprise. Honnêtement, regarder une vidéo de ce mec qui te regarde droit dans les yeux,
je suis désolé, c'est pas physique ce que je décris, mais c'est flippant. Moi, je trouve ça flippant. Il est très mauvais acteur, il est très mauvais à embarquer les sujets. Et quand il discute de manière très très rédigée avec ses experts en expliquant, alors comment est-ce qu'on a pensé le métavers ? Alors oui, t'as raison, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est mauvais, c'est très mal fait, quoi. Mais bon, pardon, excuse-moi pour la parenthèse, je te devais le dire. Mais c'est ça. Bon, enfin bon, en tous les cas, voilà, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il y a 10 milliards de dollars pour la recherche dans la réalité mixte, finalement, qui a été dépensé, enfin qui ont été dépensés en partie, qui vont continuer d'être dépensés rien que pour cette année. C'est énorme, mais c'est que le début. Il y a quand même une des boîtes les plus riches du monde qui se concentre sur le développement, la recherche et la création de contenu pour la réalité virtuelle augmentée, mixte on va dire. Ça c'est quand même cool. Enfin, je veux dire, c'est un énorme effort qui va être fait sur ce secteur. Il y a énormément de domaines donc qui risquent d'en bénéficier parce que comme c'est un domaine c'est un domaine transversal quoi. La réalité augmentée, c'est à la fois les appareils, les logiciels, c'est les écrans, c'est le suivi des mains. C'est les rendus du visage, les retours haptiques, la simulation des interactions physiques, le rendu 3D, celui des humains en particulier, mais pas que. Il y a aussi énormément d'intelligence artificielle derrière, donc il y a une cascade, si tu veux, de domaines qui vont quand même bénéficier de ça. Et on a vu quelques démos techniques qui sont quand même vraiment cool, des démos de rendu des environnements, par exemple, de simulation sur la physique des tissus, des avatars remarquablement réalistes et bien animés. Et donc il y a des visages que tu peux modifier en temps réel, c'est un visage photoréaliste de toi qui est remarquablement bien animé avec des bonnes expressions, dont tu peux changer la couleur des cheveux, voire la coiffure. C'est vraiment très fort. Il y a même des avatars complets en pied, des enregistrements full 3D photoréalistes d'un mec autour desquels tu peux tourner avec un casque VR, avec animation complète, expression faciale comprise, les yeux, etc. C'est assez bluffant, Ils ont aussi reparlé un petit peu d'électromyographie, bon ça on l'avait déjà évoqué. Je suis sûr qu'on avait évoqué ces bracelets qui captent les signaux nerveux des muscles pour détecter les gestes fins. Bon. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des brevets qui montreraient que Apple travaillerait aussi avec l'Apple Watch à reconnaître. Mais d'ailleurs, il y a des mouvements qui sont reconnus aussi aujourd'hui pour des raisons d'accessibilité par l'Apple Watch en fonction de ce qu'on... Bon, pas aussi avancé évidemment. Mais par contre, quand on voyait ces démos qui sont objectivement, effectivement, t'as raison, techniquement très impressionnantes, moi je me demandais dans quelle mesure est-ce que c'était représentatif de ce qu'on pourrait avoir au final. Alors, c'est ça le souci. Par exemple, il y a une démo de fusion réelle virtuelle. Je sais pas si t'as vu, c'est une pièce virtuelle. Donc, il y a une table basse qui existe dans les deux mondes, dans le monde réel et virtuel. Il y a aussi un plan de travail. Avec la maquette de maison, la tasse qui se déplace, oui, etc. Exactement, oui, j'ai vu, c'est bien ça, sûr. C'est ça. C'est ça. Donc, la plupart des autres éléments sont virtuels. Et bon, il y a une femme avec une paire de lunettes de réalité augmentée qui se déplace dans les deux environnements en même temps, qui déplace des objets réels et le repli virtuel simultanément. En fait, on dirait juste deux flux vidéo de deux endroits qui sont synchronisés. Sauf qu'il y en a un de lequel il y a la chercheuse et pas dans l'autre. Il y en a un qui est réel et l'autre pas. Et tout c'est ça, très impressionnant réel. parce que c'est au millimètre près. Ça donne vraiment l'impression que c'est bluffant, quoi. Très très impressionnant. Alors, c'est clair que ça fonctionne pas sur un Oculus Quest 2, c'est sûr. C'est sur un PC multi-GPU de l'espace, je sais pas. Mais ça donne une idée du potentiel, de ce qu'on pourrait avoir d'ici pas mal d'années, parce que je te dis, effectivement, entre la capacité de rendu de l'Oculus Quest 2 et ça, il y a quand même de la marge. Et puis bon, il faut voir aussi que la femme, j'ai dit qu'elle portait des lunettes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'est pas vraiment des lunettes de réalité augmentée, puisqu'elles sont sans écran. C'est des... en fait, ça filme le truc, et puis ça envoie tout, ça envoie sur des serveurs, etc. Et accessoirement, tous les objets qui volent, là, ils ont des petits picots très disgracieux. Oui, exactement. Donc on est quand même très 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 loin d'un produit fini. Mais t'as un projet de lunettes de réalité virtuelle avec écran, ça s'appelle Nazare. C'est un projet de Lunatera compact, dont on n'a encore rien vu. Et avec Nazare, il y a aussi Cambria, sur lequel travaille Meta, qui est un casque VR haut de gamme, qui sera aussi un casque de réalité mixte, puisqu'il y aura le vidéo pass-through, comme sur Quest, mais bien meilleure qualité, en couleur, etc. Donc Cambria aura aussi le suivi du regard, des expressions faciales, et il sera très cher. Bon. La réalité augmentée arrivera quand même sur Quest aussi, heureusement, puisque Meta a annoncé la plateforme Présence de réalité augmentée pour Oculus Quest. Je devrais dire MetaQuest au passage d'ailleurs. Parce qu'il renomme Oculus en Meta, pour le coup. C'est ça. Ce qui est assez paradoxal, entre parenthèses, là encore, autre parenthèse, désolé, mais une des propositions, c'est de dire, c'était gênant que le nom de l'entreprise reflète un des produits, alors qu'en fait, du coup, il renomme un des produits avec le nom de l'entreprise. Donc là, on a un petit peu de mal à suivre. C'est exactement l'idée, parce qu'en fait, l'appli Facebook, ça va devenir l'appli Meta. Alors non, en l'occurrence, non, très clairement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que non. Parce que si c'est le cas, il y a rien qui change, en fait.
Oui, bon. Donc j'espère que l'appli Facebook va rester l'appli Facebook et que Meta sera une. C'est sûr. Parce que si c'est pas le cas, c'est complètement débile. Non, je pense que ça va s'appeler Facebook parce que comme ça permet de concentrer les scandales sous une marque fille de ton entreprise. Mais j'espère, parce que sinon c'est vraiment débile. D'autant plus que le MetaQuest ne va plus nécessiter de compte Facebook. Alors là, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cette proposition. Je me suis dit, waouh, Guillaume va être convaincu. Alors non, parce que si c'est pour avoir un compte Meta et que Meta c'est Facebook. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais si Meta devient Facebook, si Facebook devient Meta, tu vois, donc c'est pas très, je pense clair que là, encore, hein. ils ont vraiment conscience de ce point qui était probablement un énorme frein et probablement une crainte pour beaucoup d'explorer ce sujet en disant mais ok, on veut bien te suivre, Marc, derrière ta proposition de métaverse, mais fous-nous la paix avec les soucis qu'il peut y avoir qui sont liés à Facebook. Et j'ai la naïveté de mon côté de penser que c'est vraiment son intention, c'est de faire fi de tous ces problèmes et de les cloisonner, et donc un compte Meta n'est pas les mêmes problèmes, mais bon. J'ai l'impression, donc si t'as un compte Meta qui n'est pas un compte Facebook, c'est-à-dire que Meta n'est pas Facebook, c'est-à-dire que Facebook reste une appli fille. Mais bon, Absolument. On verra bien. Au même titre que WhatsApp et Messenger, jusqu'à ce qu'ils unifient les conversations. Bref. Mais bon, voilà, donc le Quest a donc un vidéo pass-through lui aussi, qui permet de voir autour de soi, et Présence donc permet d'y insérer des objets, donc d'inclure la pièce elle-même aussi dans la VR, de faciliter l'usage direct des gestes ou de reconnaître les commandes vocales. Donc c'est une plateforme qui va s'enrichir petit à petit, par exemple avec la reconnaissance et la compréhension de l'environnement. Il y a une autre démo qui montre que les lunettes savent quand tu regardes une télé. Tu regardes ta télé, elle est éteinte, tu regardes ta télé, et si tu veux l'allumer, t'as une télécommande avec un bouton, et si tu regardes ta télé et qu'elle est éteinte, il comprendra que tu veux l'allumer, et donc ça va allumer la télé. Ça paraît très intelligent et plus simple qu'on ne le pense, en fait. C'est ça, et à un autre moment, si tu regardes ta lampe, il allume ta lampe, tu vois. Ce genre de truc. Donc, Présence, c'est un SDK qui sera sans doute central, hein, honnêtement, dans les 2 projets à venir de Metax, Nazar et Cambria, et tout ce qui sera derrière, hein, probablement. Parce que ces démos, c'était quand même encore des projets de recherche, c'est pas du tout des produits finis. Et ça va prendre du temps. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de John Carmack, qui est désormais consultant un peu vert pour Facebook, enfin pour Meta. Donc Carmack, on le présente plus, et bon, même s'il a envie de construire le metaverse lui aussi, il pense que dire « je vais faire un metaverse », c'est peut-être pas la meilleure solution pour en obtenir un, tu vois, il relativise pas mal. Donc même si les réunions en réalité virtuelle, par exemple, montrent un beau potentiel, que ça marche bien, et que ça donne une vraie valeur ajoutée par rapport à un Zoom classique, il dit que entre faire une réunion de 16 personnes en VR et faire une conférence avec des centaines ou des milliers de personnes qui vont et viennent en permanence comme ça, tout ça en réalité virtuelle avec des avatars complexes, c'était pas pareil, on n'y était pas du tout. Donc il y a énormément de challenges à passer, technologiquement, on est vraiment au tout début de tout ça. Il faut faire vraiment un pas après l'autre, en faisant des trucs concrets, en tenant des objectifs atteignables avec la technologie du moment. Mais bon, voilà, faut avouer que ces démos étaient très cool, bien plus que le projet de smartwatch avec encoche, mais bon, j'ai ouï dire que cette fameuse smartwatch avec encoche n'était pas la version définitive. Donc le CCE stoppe sa grève de la faim momentanément. Bon, il faudra effectivement pas espérer voir une encoche sur une montre, je pense que c'est pas vraiment réaliste, mais bon. On est d'autant plus sceptique, je pense, quand on voit les propositions qui ont été diffusées, très futuristes, de ce type d'usage d'un metaverse, de réalité augmentée en fait, surtout, qu'on a l'expérience de Microsoft HoloLens et de l'autre produit qu'on a tant teasé et qui n'est jamais venu, que j'oublie à chaque fois, la marque. Oh là, à chaque fois j'oublie cette marque de lunettes de réalité augmentée, Guillaume. Magic Leap, peut-être. Merci beaucoup, Magic Leap. En gros, on a le syndrome Magic Leap et HoloLens qui nous disent ok, c'est cool, mais dans la réalité, c'est pas encore hyper abouti. Il y a plein d'éléments, notamment le champ de vision qui est pas aussi large qu'on peut l'espérer et qui rend pas le truc hyper naturel. Donc, il faut prendre évidemment tout ça pour des très 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 grosses pincettes, quoi. Un dernier mot peut-être sur Meta, Guillaume, ou est-ce qu'on... oui, on peut revenir sur cette version, sur cette fameuse vidéo de démo, Enfin, c'est même pas une démo, c'est une vidéo concept du Metaverse sur le Facebook avec des lunettes ERA pour le boulot, les mis en costume et la partie de poker en apesanteur. Autant là j'ai parlé des démos techniques de projets de recherche en cours, là on est vraiment dans la hype pure. Et ce qui est montré, c'est vraiment un fantasme futuriste qui est pas si original que ça, parce que si tu regardes les concepts vidéo de Microsoft il y a 10 ans, vous avez un lien dans les notes, vous avez 2 autres vidéos de 2015, donc de 2011, et une de 99. Et c'est marrant parce que finalement, le futur d'hier,
Le futur d'hier, c'est aujourd'hui, concrètement, mais c'est pas complètement comme ça que ça marche quand même. Et surtout, ça montre que les fantasmes sont toujours les mêmes. On veut une technologie seamless, tu vois, on est enveloppé de données. On manipule tout ça avec nos gestes, avec la voix. La carte de visite qui se slide comme ça. C'est beau. Et toutes les données transitent d'une machine à l'autre de manière transparente. Mais finalement, que ce soit avec des écrans géants, transparents, flottants, que ce soit des tables écrans, des fenêtres écrans, des murs écrans, ou des écrans virtuels en réalité augmentée, ça change rien en vrai. Même en vidéo concept, en fait, ça rend exactement pareil. C'est exactement la même chose. On est juste environné de données tout le temps. Donc on veut aussi communiquer avec des gens éloignés comme s'ils étaient là, travailler à distance, avec les machines reconnaissent ce qu'on regarde, analysent notre environnement, que la tech nous accompagne, nous assiste partout. Et finalement, on retrouve aussi pas mal d'éléments de ça dans la vidéo de 99. Donc, ça, il y a rien d'aussi nouveau que ça, en vérité, dans le fantasme, en fait, de ce truc-là. Après, la promesse est toujours séduisante, je veux dire, c'est sûr, jouer, interagir de manière toujours plus naturelle avec des proches éloignés, qui ne voudraient pas ça, tu vois, qui voudraient pas des jeux en réalité virtuelle toujours plus beaux, immersifs, visiter des musées, des expos, des villes du monde entier, en super qualité, avec de simples lunettes, pourquoi pas, moi autant qu'un autre, j'aimerais ça. Après, il y a la promesse et le business, tu vois, et puis il y a peut-être l'environnement aussi, mais on va y revenir, mais le business, c'est quand même les gens de Facebook derrière. Et bon, le business, ça va être de monétiser la nouvelle source de données que va constituer toute ta vie. Étant donné que la réalité virtuelle de ce metaverse, je suis censé les porter tout le temps. Si tu regardes la vidéo, c'est vraiment tout le temps, pour travailler, pour socialiser, pour me divertir. Elles vont tout voir, elles vont tout entendre, elles vont tout uploader, et tout sera digéré dans les data centers méta. Et même sans se poser la question des données perso, je vois déjà une montagne de problèmes d'ordre réglementaire seulement. Parce que pour que les lunettes méta puissent avoir les fonctions qu'elles seraient censées avoir, elles devraient enregistrer le flux vidéo et audio en permanence. C'est déjà un souci en public. Et en plus, il y a une brouette d'algo qui va être exécutée dessus, comme de la reconnaissance faciale. Le truc qu'on a dit qu'en Europe, on voulait pas généraliser, tu vois. Et puis, il y a les promesses incroyables d'Ego 4D, qui vont évidemment avec cette mouvance. Donc, admettons, ma femme me demande d'acheter du lait, des patates et des chamallows. Et une fois au magasin, je me pose la question parce que je me souviens plus ce que c'est le troisième truc. Parce que comme j'ai une mémoire de belette, je me souviens plus. Bon, le but de Meta serait que mes lunettes me le disent. Qu'elles enregistrent toutes seules les moments pertinents. Toutes seules, parce que si je dois déclencher l'enregistrement moi-même, je pourrais aussi bien le faire avec un téléphone. Donc la vraie valeur ajoutée, ce serait que l'IA détecte toute seule les infos dont je pourrais avoir besoin. Mais pour ça, il faut non seulement que tout soit capturé et analysé en profondeur, en permanence, mais que ça soit enregistré de manière pérenne, au moins les moments pertinents qui sont par nature imprévisibles. Donc t'imagines ce que ça implique au niveau du droit à l'image. La loi, les normes sociales sont pas prêtes pour ça. Puis bon, je sais pas toi, mais je peux pas m'empêcher de remarquer non plus à quel point tout ça est hors sol. Enfin, tu vois, on est en pleine pénurie de composants, mais pas seulement, on est en pleine pénurie complète. Les prix d'à peu près tout risquent d'augmenter dangereusement dans un futur très proche, et jusqu'à menacer l'équilibre social. On a des défis écologiques et sanitaires majeurs à relever. Est-ce que cette vision du futur est pas simplement à côté de la plaque, quoi? Est-ce que c'est pas un futur du passé? Tu vois, le futur dont on pouvait rêver il y a 10 ans ou 15 ans. Mais aujourd'hui, je sais pas. Et en plus, peut-être pour couronner le tout et apporter une cerise sur le gâteau à ce sentiment amer que nous procure cette vision de l'avenir, il y a aussi la place des NFT. Peut-être juste un dernier mot là-dessus, mais évidemment, dans le cadre de cette proposition, on peut pas reprocher à Mark Zuckerberg d'aller au bout de sa démarche. On sent qu'ils ont brainstormé sur leur sujet. Et de pas mettre tous les mots hype de moderne. Pas du tout. Non, mais quand même, c'est intéressant de se pencher là-dessus, parce que je veux bien aussi ton regard critique, ou enthousiaste, va savoir. Mais assez vite, on parle... Mark Zuckerberg, en présentant sa vision du métaverse, parle de la propriété, de ce qu'on possède, de l'authenticité des éléments, et certes numériques, mais malgré tout qu'on voudrait avoir dans une certaine forme d'authenticité. Et là, très rapidement, on bascule sur la notion des NFT, qui sont... Donc, on va pas représenter ce que sont les NFT, on en a déjà largement parlé dans d'autres épisodes de Tech Café, mais qui pourraient être une réponse pour servir d'authenticité d'un élément numérique. Et évidemment, ça s'appuie sur une blockchain Ethereum qui fonctionne encore aujourd'hui et jusqu'à une version finale sur quelque chose qui est extrêmement
consommateurs d'énergie. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette utilisation du NFT pour une telle solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que le NFT pour proposer l'identité et la propriété d'un objet numérique? Oui, c'est ce qu'il raconte est complètement creux, parce qu'en vérité, ça se passe déjà comme ça, c'est-à-dire le NFT actuellement, il est effectivement utilisé comme acte de propriété de quelque chose, enfin qui souvent ne peut pas vraiment qui est une avoir URL une propriété, en fait, de quoi, quelque chose. Quoi. Bon. Vous avez un acte de propriété sur quelque chose que tout le monde a finalement, mais bon, il y a encore. C'est compliqué parce que en fait, si tu veux, ce discours est tellement creux que c'est compliqué à commenter, parce que le NFT, en soi, c'est juste un non-fungible token. Donc c'est juste quelque chose, enfin c'est juste une sorte de contrat dans la blockchain, quoi. Mais dans une blockchain, pas forcément dans la blockchain Ethereum. C'est même, quand je dis pas de bêtises, c'est dans l'absolu. Non, c'est un smart contract. C'est un smart, tout est smart contract de toute façon. Dans une blockchain, en gros, tout est smart contract. Tout quand tu payes un bitcoin à quelqu'un d'autre, tu fais un smart contract. Ce smart contract, il est juste assez simple, il dit, voilà, on vire un bitcoin de ton compte, on met un bitcoin sur le compte de l'autre. C'est juste mais bon, les smart contracts peuvent être plus ou moins compliqués, ils peuvent être très compliqués, ça peut être des logiciels complets, en fait, sur Ethereum, par exemple. Mais bon, un NFT, c'est juste un smart contract comme un autre. Ce smart contract d'un truc qui ne peut pas être dupliqué, bon, bref. Mais, si tu veux, un NFT, ce n'est pas forcément un NFT sur une blockchain Ethereum. C'est un NFT qui peut être sur une blockchain autre. Donc déjà, de quelle blockchain il parle? Il le dit pas. Donc voilà. Donc en fait, toute la question environnementale de fait, un NFT c'est bien, c'est pas bien. Le NFT c'est ni bien ni mal, c'est juste un concept. Et quand il est implémenté sur une blockchain qui est consommatrice d'énergie, c'est un concept qui consomme de l'énergie. Et puis voilà, mais il pourrait être implémenté sur autre chose. Donc déjà rien que ça, c'est très compliqué à voir. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'un NFT pour affirmer la propriété de quelque chose? Non. Enfin, je veux dire, dans une certaine mesure, dans n'importe quel MMORPG que vous avez actuellement, il y a des gens qui achètent des trucs en véritable argent. Je veux dire, tous les jours, il y a des millions et des millions de dollars qui sont dépensés dans les MMORPG pour acheter des trucs in-game. Mais est-ce qu'ils sont en quantité limitée? Ils sont pas en quantité limitée, mais ils pourraient. Enfin, je veux dire, il y a dans un MMORPG... Parce que l'éditeur le décide, tout simplement. Oui, mais dans un MMORPG, il y a des items, il peut très bien y avoir des items uniques, hein, c'est pas un souci. Le truc, si tu veux, c'est que le seul avantage du NFT par rapport à tout simplement acheter un truc sur World of Warcraft comme on fait d'habitude, c'est que ça serait l'interopérabilité, c'est-à-dire la blockchain ne dépend pas d'un éditeur de jeux vidéo donc cet objet pourrait être réutilisé dans un autre jeu vidéo. Donc, on pourrait transporter cet acte de propriété, en fait, de jeu en jeu, parce qu'elle est indépendante du jeu, puisqu'elle est justement sur une blockchain à définir. Donc, de ce point de vue-là... Ou de métaverse en métaverse. Pourquoi pas? Si le métaverse ou un métaverse arrive avec une blockchain, à supposer et à espérer que cette blockchain ne soit pas aussi énergivore que celle qui existe actuellement, en tout cas celle qu'on utilise actuellement pour les NFT, et du coup, si tu veux, ok, ça te permettrait de toutes les applications qui fonctionneraient dans ce métaverse-là pourraient faire appel à cette blockchain-là, et donc le titre de propriété pourrait être préservé. Mais ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Enfin, ça se passe aujourd'hui sans métaverse, puisque c'est exactement comme ça qu'on utilise, envisager les NFT aujourd'hui. Les NFT aujourd'hui sont envisagés comme des actes de propriété qui ne sont pas reliés à un éditeur en particulier ou à une plateforme en particulier. Tu vas acheter un NFT sur une plateforme qui vendent de l'art numérique, c'est écrit sur la blockchain Ethereum, c'est pas dépendant de ce truc-là. Si tu vas chez un autre vendeur, enfin tu vois, c'est ça l'intérêt, si tu veux. Mais donc ça existe déjà. C'est complètement indépendant du metaverse. Et ça, il se trouve que ça c'est sur la blockchain Ethereum, mais ça pourrait très bien se faire sur une autre blockchain. Donc, en fait, c'est des concepts qui sont tous séparés. Metaverse, NFT, blockchain, tout ça, c'est des trucs complètement séparés. Donc, dire, ouais, il y aura du NFT dans mon metaverse, ouais, ok, mais je veux dire, il y en a déjà. Enfin, tu vois, c'est pas il n'y a rien de particulièrement nouveau, si tu veux. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une meilleure blockchain, c'est avoir des meilleures technologies blockchain sur lesquelles on puisse faire des NFT sans que ça consomme des gigawatts. Ça, ouais, ce serait cool. Bon, écoute, c'est la proposition. Par contre, je suis d'accord aussi qu'il y a un enjeu, enfin, il y a un questionnement
écologique, si tu veux, avec cette proposition de Metaverse, qui est évidente. Hein, c'est que, je veux dire, un Internet en 3D va consommer plus d'énergie qu'un Internet en 2D. Oui, parce qu'au passage, il y a une caractéristique essentielle dans le Metaverse, quand même, c'est la persistance, qui, je trouve, fait tout son intérêt si on veut y réfléchir. Et non, c'est persistant, mais Internet aussi, il est persistant. Notre Internet, là, il est persistant. Il y a quand même plus de données à faire persister un univers en 3D que des pages web. C'est ça. C'est ça le truc, si tu veux. En réalité, faire passer Internet en 3D, ça change pas fondamentalement la donne. Tu vas à un endroit, tu vas sur un site. Un site, c'est un site, mais c'est pas vraiment un endroit. Sur un Metaverse, le site deviendrait un lieu. Donc on aurait la correspondance directe site-lieu. Comme elle se fait linguistiquement, si tu veux. Donc ce serait vraiment un lieu. Mais pour que ce soit un lieu, évidemment, il y aurait une inflation de la quantité de données et de la quantité de calculs à effectuer pour représenter ces données, et de la quantité de calculs à effectuer pour toi te faire interagir avec tout ça. Et ça, c'est pas neutre. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu vas sur le site, tu vas sur Amélie, ça consomme une certaine énergie. Et il y a une certaine complexité. Tu vas sur Amélie avec ton casque VR en 3D, le métavers, tu es dans le métaverse, tu interagis avec des objets, il y a des, ou alors tu le fais en réalité augmentée, et donc il y a des algorithmes qui doivent en permanence analyser ton environnement pour savoir ce que tu fais, ce que tu touches, comment y réagir, etc. Ça demande des capacités de calcul qui sont sans aucune commune mesure. Donc, c'est pas neutre du tout, en vérité. Et le problème, justement, et on revient au début avec avec Intel et compagnie, c'est que, oui, les processeurs vont devenir plus puissants, les processeurs graphiques vont devenir plus puissants. On va faire des accélérateurs comme les NPU, là, les Neural Engines, on va en faire de plus en plus, ils seront de plus en plus puissants. Oui, mais est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que ça sera suffisant pour compenser le surcroît de données et le surcroît de calculs que ça va représenter? Pour quel bénéfice? Pour quelle valeur ajoutée? Est-ce que vraiment on a besoin de démultiplier complètement le besoin en puissance de calcul pour afficher un Metaverse plutôt qu'afficher un Internet? À quel point c'est pertinent de l'utiliser à tel ou tel endroit, tu vois? À quel point la miniaturisation des composants va compenser ça? C'est clair que une intelligence artificielle, un algo de deep learning qui analyserait tout ce que tu fais, le reconnaîtrait, serait capable de contextualiser tes actions dans la vie de tous les jours en analysant les flux vidéo et audio, mais c'est un modèle d'une taille démentielle, qui fait plusieurs milliers de milliards de paramètres. Si tu veux, je suis pas du tout certain que les progrès en termes de miniaturisation, que les progrès technologiques puissent encaisser un truc comme ça, sans justement que ça fasse exploser la demande énergétique. Oui, et il y a peut-être des historiens à grande échelle qui diront oui, il y a déjà eu ce type de débat, ou en tout cas des débats analogues sur certaines choses, par exemple, j'en sais rien, la conquête de l'Amérique, etc. Mais ce qu'il faut bien mettre en parallèle, c'est que là, on se retrouve quand même dans un contexte qui n'a pas d'égal, qui est celui du changement climatique, où on se retrouve face à des défis assez colossaux qu'il n'y avait pas à l'époque et qu'il faut forcément prendre en compte dans l'équation. Donc la question mérite effectivement d'être posée derrière ce métaverse. On va aller peut-être plus humblement, Guillaume, faire un détour autour d'un sujet qui touche en partie la réalité virtuelle, mais sans les grands enjeux du métaverse, c'est celui des jeux vidéo, parce que Guillaume, ton œil affûté dans l'actu du monde du jeu vidéo nous permet de relayer un certain nombre de petites news. Alors déjà, donc sans aller dans le métaverse, peut-être que on va pouvoir profiter d'une marque emblématique de jeux vidéo en réalité virtuelle, Guillaume. Ouais, dernier news méta, GTA San Andreas va ressortir en VR. Et ce sera la news la plus courte de toute la soirée, puisque en fait on ne sait absolument rien d'autre. Bon, tant pis, j'allais te poser plein de questions, mais on les aura pas. Niantic et Nintendo, forcément, dès qu'on parle de ces deux marques, c'est Pokémon Go. Il y a eu d'ailleurs de la part de Niantic une proposition de Harry Potter, de trucs un peu géolocalisés Harry Potter, dont j'ai absolument pas suivi la teneur, donc si vous jouez au jeu Harry Potter de Niantic, surtout n'hésitez pas à nous dire. Tu l'as pas testé toi, Guillaume, le jeu Harry Potter? Non, du tout. Mais en tout cas, ils reviennent avec une nouvelle proposition de jeu, Guillaume. Écoute, ouais, donc cette proposition, c'est de faire Pikmin Bloom. C'est donc ça se passe sur la licence Pikmin de chez Nintendo.
Et j'ai pas compris grand-chose au jeu, si ce n'est que c'est globalement un podomètre extrêmement mignon, puisqu'apparemment il faut planter des graines, les collecter, il faut aussi... tu incarnes un mie, hein, donc tu peux nourrir les Pikmin, les faire éclore, récolter les pétales, etc. Et tout ça en marchant un certain temps. Donc ça a l'air d'être un podomètre rigolo. Écoute, je pense qu'il y a les interactions entre Pikmin de différents joueurs qui peuvent être sympas éventuellement. Sans aucun doute. Imagine dans un metaverse. Oh mon Dieu, ça sera tellement incroyable. Mais tu sais que c'est déjà la réalité augmentée, alors oui, franchement. Effectivement. Mais bon, espérons que ça soit une plus grande réussite pour Nintendo que l'émulation Nintendo 64 sur Switch, parce qu'apparemment ça a l'air d'être complètement pourri. Il semblerait que si vous voulez jouer sur Nintendo 64 sur Switch, le mieux ce sera de hacker votre console, de jailbreaker votre console et d'utiliser Mupen 64, parce que en fait l'émulation elle est toute pourrie. Apparemment il y a de l'input lag qui est quand même significatif, et tu sais, la Nintendo 64 on s'est beaucoup plaint qu'il y avait du brouillard. Mais en fait, ce brouillard, c'était un bon cache-misère. Ça donnait, oui, c'est vrai. Ça donnait une certaine ambiance. Et quand tu l'enlèves, ils sont pas très beaux les jeux. J'ai l'impression effectivement que c'est pas une réussite cette proposition, et même l'offre commerciale est compliquée. Il faut un abonnement online, mais online plus, je sais plus quoi. C'est tout assez compliqué. Peut-être qu'on est passé là aussi à côté de quelque chose. N'hésitez pas à nous dire, mais effectivement les retours ont pas l'air géniaux. Un petit mot pour une PlayStation 5 sans jeu. Effectivement, on avait parlé du nouveau processeur du MacBook Pro, Guillaume, et on pouvait se demander. Alors effectivement, c'était très orienté pro pour des usages bien spécifiques, mais pour le grand public, bof, et puis pour le jeu vidéo, bof aussi. On revient là-dessus, Guillaume. On reparle des performances des M1 Max et Pro, donc Anantech a fait passer une batterie de test aux puces d'Apple, et en fait, finalement, c'est même encore mieux que ce qu'on pensait. La bande passante de mémoire est de 409 Go/s, c'est niveau serveur. Donc voilà, CPU, GPU, NPU peuvent travailler ensemble sans se gêner, c'est assez beau. Donc comme prévu, les M1 Max et Pro ils sont analogues au M1 en mono-thread, mais en multi-thread, évidemment, Apple explose littéralement les tests synthétiques en virgule flottante, ce qui n'était pas gagné d'ailleurs, et puis il talonne le Ryzen 5900X en calcul entier. On va pas parler des Intel de Gen 10 et 11 parce que je suis gentil, et donc tout ça alors que l'ordinateur complet ne pompe que une cinquantaine de watts, quand c'est que le processeur qui est chargé, alors que le TDP du 5900X, c'est 105 watts, rien que pour le CPU. Quant au GPU, il promet une puissance théorique d'une PlayStation 5. Disons que c'est plus contrasté, parce que comme prévu, les tests synthétiques sont très très bons, ils sont très très bons. Ils sont très bons, mais ils sont pas de très bons indicateurs. Puisqu'en fait, il a place proche d'une 3080, mais dès que tu lances un vrai jeu, comme Borderlands 3 ou Shadow of Tomb Raider, c'est plus d'une 3060. Reste que si t'as des logiciels pro qui tirent parti de la GPU, c'est carrément la fête. Il n'y a aucune autre machine qui offre ce niveau de puissance, à ce niveau de consommation, parce que même chargé comme une mule, l'ordinateur complet consomme moins de 120 watts. Alors si tu prends une machine proche, eux ils prennent un MSI GE76, donc c'est un truc en génération 11 Intel avec une RTX, et ça consomme 256 watts. Pour résumer, voilà, les MacBook Pro ont une efficacité énergétique autour de 2 fois supérieure à la concurrence, et ça de l'entrée de gamme jusqu'au Pro en fait, et ça c'est vraiment impressionnant. Par contre, si vous envisagez d'en faire une machine de jeu, sachez qu'utiliser Parallels pour faire tourner des jeux Windows, ça marche pas, c'est une très mauvaise idée, ça tourne très mal, voire souvent pas du tout. C'est quand même dommage. Il y a des jeux qui sont quand même optimisés et qui sont développés avec les technos qui vont bien. Je pense notamment World of Warcraft, si je dis pas de bêtises, il est optimisé pour tirer parti des processeurs ARM Mac. Ça peut être sympa éventuellement, à voir. Il y en aura peut-être pas beaucoup par contre. Mise à jour pour GeForce Now, Guillaume. Ouais, New Streaming Rapide, GeForce Now passe à la 3080. Donc à la 3080, sous-entendu la RTX 3080, ce qui en fait l'offre cloud gaming la plus puissante, parce qu'en cloud gaming, évidemment, tu partages les CPU et les GPU avec d'autres joueurs, et là, en fait, tu partages une machine plus puissante, avec 16 cœurs et une A10G à 24 Go de RAM, donc ça donne une puissance qui est largement comparable à une 3060 en local, et tout ça pour $198 par an. Donc avec ça, tu peux à peu près tout mettre à fond en 1440p, évidemment, si vous avez une très bonne connexion, parce que c'est évidemment. Alors, et puis si vous avez les jeux, puisque c'est GeForce Now, donc c'est juste le service de streaming, c'est pas les jeux ne vont pas avec. Sinon, il y a Stadia où il faut aussi acheter les jeux, mais sur Stadia, il y a désormais des démos de 30 minutes pour tous, une fonction sympa, plutôt évidente, qu'on aurait aimé voir débarquer il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu veux, mieux vaut tard que jamais, sauf peut-être quand c'est trop tard, mais voilà.
J'ai testé moi de mon côté, alors je sais pas si c'est lié à cette offre-là ou si c'était dispo avant, je sais pas du tout, hein, mais Resident Evil, je sais pas comment le prononcer, Evil, bref, Resident merci. Evil. Resident Evil, The Village, je sais plus. Bon bref, je l'ai testé donc chez moi là sur une machine avec une connexion à la fibre, donc 500 montant, descendant, tout va bien. Écoute, alors bon, d'une part ça m'a fait très peur et ça m'a convaincu Guillaume. Et ça, il faut pas que je joue. Et ça, c'est terrible. Et alors, bon, au début, tu dois régler quand même les contrastes et tout. Donc, tu te dis, waouh, c'est assez fin au niveau graphique. C'est l'abonnement classique, hein, pas du tout pro. J'imagine qu'il y a une meilleure qualité avec le pro. Mais je trouve que la qualité est vraiment dégueulasse. Et je suis vraiment surpris, en fait. Par contre, c'était relativement fluide par rapport à un dernier test que j'avais fait sur Stadia. Mais bon. Ça me fait beaucoup trop peur pour y jouer. Bref. Allez, un dernier point, Guillaume, pour dire que quand on se met à faire un jeu vidéo, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas laisser tomber en cours de route, n'est-ce pas ? Ouais, c'est une raison pour laquelle je déteste donner mon email pour jouer à un jeu. Parce qu'après, il peut te retrouver, le jeu, et te harceler. Alors, ne riez pas, hein, Game Industry l'a constaté, Brendan Sinclair n'a pas assez joué à Far Cry 6, le malheureux. Ben maintenant, il lui envoie des messages menaçants, plein de sous-entendus. Il y a des vannes noires Ubisoft qui se gardent devant chez lui, parfois pendant des heures. Puis il y a des mecs avec des t-shirts Yves Guillemot qui le suivent dans le métro, comme ça à distance. Il a reçu une figurine de Rayman sans tête dans sa boîte aux lettres. Non, je m'emporte. En fait, c'est juste qu'Ubisoft veut vraiment beaucoup que tu joues à Far Cry 6, parce que bon, ça lui a coûté cher quand même. Parce que bon, et voilà, donc, il faut pas que tu décroches, quoi. Donc, il y a les microtransactions, il y a tous les objectifs, comme ça, quotidiens. Puis bon, bah, maintenant, il t'envoie même des messages dans ta boîte aux lettres si tu joues pas assez. Bon, au passage, Bethesda aussi veut vraiment que tu joues à Skyrim, parce qu'il va ressortir pour la 157e fois en édition Supra Ultimate Anniversary Jubilee All-Star X plus Alpha Mega Super Top Prestige, Skyrim. Et voilà, une nouvelle version Anniversary dans laquelle tu pourras pêcher. Ah, tu pouvais déjà pécho, maintenant tu peux aussi pêcher. Très bien. Alors, peut-être que je m'intéresse un jour du coup à ce jeu, peut-être à force qu'il y ait des mises à jour, peut-être ça vaudra le coup. Parfait, merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission. Il est grand temps qu'on rappelle à nos auditeurs où est-ce qu'on peut nous retrouver. Alors Guillaume, je te tends le micro, peux-tu nous dire où on peut te retrouver ? Probablement en pêchant dans Skyrim, c'est mon petit métaverse à moi. Ah, je savais bien que tu allais nous dire qu'on pouvait te retrouver dans le métaverse, Guillaume. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis avant de vous quitter, avant de vous donner rendez-vous pour le prochain épisode, je voudrais juste vous parler une minute très rapidement de Patreon, parce que pour votre info, il y a certaines personnes, vous le savez peut-être pas, mais qui choisissent d'arrêter de soutenir l'émission. Et de toute façon, on les remercie d'avoir participé au financement de Tech Café. Et donc parfois, ils reviennent, mais dans tous les cas, bon, ils ont contribué pendant au moins un moment au développement et à la pérennité du podcast. Mais évidemment, la clé, c'est que ce qui est encore mieux, c'est que de nouvelles personnes puissent venir les remplacer et soutenir le podcast. Alors, on vous remercie par avance si vous écoutez l'épisode jusqu'ici, et si vous a plu, si vous a diverti, si vous a informé, d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. C'est évidemment grâce à vous qu'on se rapproche de plus en plus des 250 épisodes. Tu m'étonnes, on est le 249. 250 épisodes hebdomadaires, et évidemment faites-nous l'honneur de terminer l'année, si vous voulez bien, avec 250 soutiens pour Patreon. Ce serait évidemment très logique. Merci par avance de l'envisager. On se retrouve de notre côté très très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.